Ravi de vous retrouver sur cette antenne. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Les avocats de Farbengom parlent d'acharnement. Selon eux, leur client n'a jamais été mis en position de se défendre. Il n'a également pas été entendu. Il fustige la démarche de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse réitère sa demande pour un dialogue rénové avec les autorités. Ses membres entendent écrire une nouvelle demande d'audience pour trouver une solution et sortir de la crise qui secoue la presse. La Fédération des syndicats de santé dans la rue le 28 janvier prochain, c'est pour fustiger le mutisme du gouvernement par rapport à leurs revendications. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les avocats de Farbengom parlent de politisation du dossier de leurs clients. Selon Maître Elhadji Oumar Youm et compagnie, Farbengom n'a jamais eu connaissance de son dossier. Il n'a jamais été convoqué ni entendu dans le cadre de ce dossier. Les avocats fustigent également la démarche de la commission ad hoc. Selon eux, le dossier devrait être mis sur la table de l'Assemblée nationale avant toute demande de levée d'immunité parlementaire. Ils appellent également les députés à ne pas voter la levée de l'immunité parlementaire de Farbengom. C'est pour, bien sûr, disent-ils, de redonner à l'image, donc de redonner une bonne image de cette institution. Je vous propose d'ailleurs donc de suivre cet extrait de Maître Oumar Youm, avocat de Farbengom. Après avoir été menacé publiquement dans son fief politique, chez lui à Agnam, dans le département de Matam, par le Premier ministre Ousmane Sonko, dont certains de ses partisans ont exprimé publiquement le souhait de ne pas avoir dans ce pays, c'est-à-dire au Sénégal, je le cite, des opposants milliardaires, ce qui explique très largement la purge entamée. Le sieur Mohamedou Ngom Di Farba fait l'objet actuellement d'une demande de levée de son immunité parlementaire pour devoir faire face, semble-t-il, à une procédure judiciaire dont il ignore tout. Sur cette procédure envisagée à son encontre, celui-ci ne dispose d'aucune information préalable, ni contradictoire, ni vérifiée sur les allégations du parquet. Malheureusement, les transgressions aux droits de la défense qui ont parsemé cette procédure engagée contre Farba, dénoncée par ses avocats, décrédibilisent à elles seules la démarche processuelle engagée. La première transgression dans ce dossier est l'intrusion de l'exécutif dans le judiciaire. Cette procédure fait suite à une commande du Premier ministre Ousmane Sonko. Pour preuve, c'est le procureur du parquet financier auprès du ministère de la Justice qui sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député Farbengom. Ce n'est pas une institution judiciaire de jugement qui, après avoir apprécié des faits, estime devoir élargir son enquête ou son instruction à des personnes, ce qui aurait pu être le cas. Retenez que l'ancien directeur général de l'APROSI, Jim Momadba, et l'ancienne ACP de la même agence Tabaski Ngom, présentés au parquet financier aujourd'hui. Ils avaient bénéficié d'un retour de parquet. L'affaire Tabaski Ngom peut être citée sur la longue liste des scandales qui ont d'ailleurs été enregistrés au Trésor public de 2000 avec le dossier des inspecteurs du Trésor qui ont été envoyés en prison. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de scandales, n'est-ce pas, Ramfal Ndao?
L'affaire Tabaski Ngom, arrêtée pour détournement de deniers publics présumés portant sur 700 millions de francs CFA, incluant l'ancien directeur de l'APROSI Jim Momad Ba, en garde à vue dans le cadre de cette affaire, n'est pas nouvelle dans la gestion des deniers au trésor public. Si on remonte le temps, en 1999, la Direction générale de la comptabilité publique avait été secouée par un scandale qui avait impliqué 3 inspecteurs du Trésor ainsi que leurs complices. Au bout d'une instruction de 6 ans, les 10 inspecteurs avaient été condamnés à 6 ans de prison pour détournement de deniers publics. 20 ans après, le même scénario se reproduit avec l'implication de 2 inspecteurs. Les dénommés Aziz Diop et Ahmed étaient accusés de soustraire illicitement un montant de 5 milliards de francs CFA des caisses du Trésor. En 2012, la presse s'était intéressée au mécompte de la gestion du régime de Wade, passé à la loupe par son successeur Macky Sall. Elle avait fait l'écho d'un scandale autour de 42 milliards de francs CFA au Trésor, rapportant cette affaire à une mafia entre agents du Trésor et des transitaires au port de Dakar. En octobre dernier, l'affaire des chèques du Trésor falsifiés a conduit à 3 arrestations, dont celle d'un agent du Trésor présenté comme le cerveau de la bande. Les autres mises en cause interpellées par la DIC sont une femme d'affaires et un transitaire. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse va réintroduire une demande d'audience adressée au chef de l'État. Ses membres veulent un dialogue rénové afin de trouver une solution face à la crise qui secoue les médias. L'État doit changer de démarche selon ses membres. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Elisabeth Grastine et Moussadia. Face aux difficultés du secteur, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal dit être prêt à tenir un dialogue rénové avec le président de la République. Le CEDEPS réitère sa disponibilité entière pour participer activement au dialogue rénové avec la presse, que son Excellence, le président de la République, a annoncé dans son appel du 14 août 2024 en Conseil des ministres. À la suite de 2 demandes d'audience rejetées, le CEDEPS veut se conformer au désir du ministre de la Communication qui demande une lettre d'audience. Pendant que nous, à longueur de conférence de presse, nous invitons le ministère on invite le ministère à un dialogue et à des concertations. Ce qu'on a noté est que le ministère de la Communication déroule sa feuille de route, puisqu'il s'attend à ce qu'on l'écrive une demande d'audience et qu'il tient à se formalise à la française. On va l'écrire à nouveau et l'adresser une demande d'audience. Adresser une demande d'audience. Le CEDEPS garde toujours espoir. Selon l'organisation, le président qui veut promouvoir l'emploi et le développement du secteur privé national ne laissera pas couler les entreprises de presse. J'estime que le gouvernement nouveau gouvernement qui veut promouvoir l'emploi, promouvoir le secteur privé, il ne doit pas du coup regarder les entreprises de presse fermées. Et personne ne peut le justifier avec leurs justifications politiciennes qu'ils donnent. Les entreprises ont des problèmes parce que les recettes publicitaires sont bloquées. On a coupé les contrats, on ne les a pas payés. Il n'y a plus de publicité. Le CEDEPS appelle tous les citoyens, les organisations religieuses, représentations nationales et les acteurs de médias à contribuer à asseoir un environnement favorable au renforcement de la liberté de la presse sénégalaise. Elisabeth Grastine, colère des membres de la Fédération des syndicats de la santé. Ils fustigent le mutisme du gouvernement qui, selon eux, ne veut pas vider le protocole d'accord. Le F2S veut se faire entendre désormais. Une marche nationale est prévue le 28 janvier prochain. Mamoudou Lamine Fati. Donc nous l'y avions rencontré pour essayer de discuter avec lui. Malheureusement, on n'a eu aucune réponse de sa part. Sinon que nous renvoyer à une rencontre avec le Premier ministre. Les syndicats de la santé s'unissent pour défier le gouvernement. Et depuis lors, il ne fait aucun effort à essayer de faire avancer le dossier du protocole d'accord. Ce protocole, il concerne quoi? C'est les questions qui sont relatives au paiement de l'indemnité de logement à tous les travailleurs du secteur de la santé. C'est également la question
du recrutement des agents contractuels à la fonction publique, comme également la question du reclassement des agents qui avaient été formés, comme également la question du recrutement des agents communautaires. Mais sur toutes ces questions, nous n'avions à ce jour aucune réponse. C'est ce qui fait qu'à partir du moment où on n'a pas d'interlocuteur, nous sommes obligés de nous mobiliser. La Fédération des syndicats de la santé a dévoilé son plan d'action visant à faire entendre ses revendications. Souleymane Jules Mané, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé, a affirmé la détermination des membres à obtenir satisfaction. D'abord, on a observé une grève de 48 heures le 2 et le 3 janvier. Nous avions lancé le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires. Nous sommes à une assemblée générale aujourd'hui. Nous allons vers une marche le 28 de ce mois-ci, une marche nationale. En prélude à une marche prévue dans les jours à venir, le syndicat a adressé un message clair au président de la République, appelant à une prise en charge rapide et concrète de leurs doléances. Ce qui s'y passe est très grave et il y a des informations que vous n'aviez pas. Il y a des choses qu'on vous cache. Donc je voudrais en discuter avec vous, ensemble avec nos camarades de la F2S, vous informer de ce qui se passe dans le secteur de la santé. Si vous ne réagissez pas tôt, ça va être trop tard. Dans un élan d'unité et de fermeté, les travailleurs de la santé restent mobilisés. Ils maintiennent la rétention des données administratives et médicales jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites, affichant une résolution sans faille à poursuivre leur combat. Les agents municipaux des 3 communes de Rufisque réclament le paiement de leur salaire. Ils dénoncent la mise en place du système de gestion financière des collectivités locales et interpellent le ministre des collectivités locales. Pape Sall est membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et ici au micro de Babacar Seck. Nous nous sommes réunis aujourd'hui en Assemblée générale pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation des emplois municipaux. Des travailleurs qui, jusqu'au 22, n'ont pas reçu de salaire, c'est déplorable. Et pourtant, lors des élections présidentielles, nous avons soutenu Ousmane Sonko. Lors des élections législatives, nous avons soutenu Ousmane Sonko. Rufisque, qui fait partie des premières communes du Sénégal, ne mérite pas ce sort. On nous parle du Geveloc. On veut la disparition de ce système Geveloc. Aujourd'hui, des pères et des mères de famille, jusqu'au 22, n'ont pas de salaire, n'ont pas payé les loyers. Nos enfants ne vont plus à l'école. Les denrées de première nécessité, on n'a rien acheté. C'est pas sérieux et c'est pas normal. De toute façon, les bulletins de salaire, ça fait partie. Presque 1 an, on n'a pas de bulletin de salaire. Les augmentations que nous avions parlé pendant 2-3 ans de grève, jusqu'à présent, il n'y a aucune satisfaction. En tout cas, M. Omoro, qui gère ce Geveloc, ne rend pas service au président Bassirou Diomaye Faye. Omoro, qui sert ce Geveloc, ne rend pas service au Premier ministre Ousmane Sonko. Ces fonctionnaires n'accompagnent pas la politique du Djoubanti. Actuellement, les emplois municipaux sont dégénérés. Et si le problème n'est pas réglé pendant 24 heures, on fera le tour du département, faire appel à l'ensemble des emplois municipaux et ce sitting sera tenu à Dakar. Ce sitting sera tenu à Dakar. Nous sommes des pères de famille, le salaire est sacré. Pendant ce temps, 134 ex-employés de Harry Dim. C'est une industrie qui s'active dans l'agroalimentaire. Ces travailleurs courent depuis depuis 4 ans derrière le paiement de leur indemnité. Ils invitent les autorités à prendre des mesures pour les rétablir dans leurs droits. Moussa Baro est le porte-parole des licenciés de Harry Dim et est ici au micro de Babacar Seck. Maintenant, nous, ce que nous déplorons, on a signé avec Aridim un contrat CDI. Bon, en ce moment-là, Aridim est venu, ils ont licencié sans aucun droit. Ils ont licencié presque 134 personnes. Tous les 134 personnes, c'est des responsables, des pères de famille. Tu as vu. Ce que nous déplorons aussi avec le président Diomaye Faye, avec le premier ministre Ousmane Sonko, en tout cas, il ne peut nous aider. Comme que la justice est là. La justice est là pour tout le monde. Hein? Nous voulons que la justice soit faite. Tu as vu. Bon, je n'ai jamais négocié avec nous. Franchement, n'a jamais. Depuis qu'on nous a licenciés jusqu'à présent, on n'a jamais vu Jeur. On ne l'a jamais entendu aussi parler de ce dossier-là, ou bien parler avec ces emplois qu'ils ont licenciés. On ne doit pas reculer.
Ce que nous, on a besoin aussi, je n'a qu'à nous donner, n'a qu'à nous payer. Au niveau de la banque, il y a des éléments, nos éléments qui sont aux banques, tu as vu. Jusqu'à présent, ils ont des problèmes là-bas parce qu'ils ont fait une prêt. Tu veux faire une prêt. Mais c'est Aridim qui t'a donné cette contrat. Ils ont venu, ils t'ont licencié. En ce moment-là, tu as des problèmes. Jusqu'à présent, il y a la banque qui te poursuit. Pardon, tout à fait. D'autres choses, le braquage de l'hôtel rue Baobab, Pointe-Sarène, suscite des réactions. Doudou Ndiaye Kopa, spécialiste du tourisme, estime qu'une telle infrastructure doit avoir une sécurité nécessaire. Ce braquage est un sacré coup, selon lui, sur le tourisme. Doudou Ndiaye Kopa, spécialiste du tourisme, était sur le micro de Moutaga Kane et de Mamoudaba. Dama tiit bi ma ko déggee parce que mënoo développer tourisme di attaquer hôtel. Quand j'ai appris ce braquage, je n'en revenais pas. On ne peut pas développer un tourisme sans la sécurité. Riou est un hôtel à 4 étoiles et il est implanté dans le village de Pointe-Sarène où il n'y a aucune infrastructure. Ce n'est pas normal, car selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, quand on implante un hôtel dans une localité, il construit des routes, un centre de santé, il faut l'éclairer. Participer à la lutte contre la pauvreté n'a pas été fait. Je pense qu'il fallait réunir tous les habitants du village pour répondre à leurs besoins. Ils allaient eux-mêmes s'impliquer dans la sécurité. Ce qui est sûr est que ce braquage va nuire à la destination Sénégal. Les tours opérateurs risquent de mettre une croix sur le Sénégal pour 1 mois, 3 mois ou 1 semaine. Le Sénégal a porté son choix sur un tourisme de masse, ce qui nécessite la sécurité, qui ne saurait être l'affaire de jeunes qui ne s'y connaissent pas et à qui on donne des salaires misérables de 35 000 francs et une seule bougie comme arme, alors qu'il y a des professionnels comme une police touristique. Ce n'est pas du tout normal. Sécurité, moi développer am réew, bo amul, le tourisme ne peut pas se développer. Prise en charge des personnes vivant avec le VIH en âge avancé. Les médecins du district sanitaire de Kaola qui s'occupent de cette couche capacité, selon Mamadou Koumé, spécialiste des maladies liées à la vieillesse et au vieillissement. Ces personnes méritent une prise en charge particulière. Mamadou Koumé, spécialiste des maladies liées à la vieillesse et au vieillissement, est ici au micro de Sekou Diallo et de Astombaye. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'efficacité des antirétroviraux de haute performance et grâce à l'efficacité aussi de l'initiative sénégalaise d'accès aux ARV, la population âgée vivant avec le VIH prend des proportions. Le défi maintenant, ce n'est plus de vivre avec le VIH, mais c'est de bien vieillir avec le VIH. Le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un état physiologique, mais qui est propice à l'émergence des maladies chroniques. Et nous vivons pleinement la transition démographique et épidémiologique. Les malades âgés vivent avec des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques. Et parmi ces comorbidités, la prise en charge n'est pas intégrée dans le paquet d'accès aux ARV. Les médecins en charge des personnes âgées vivant avec le VIH doivent donc être capacités à la prise en charge de ces comorbidités, et c'est tout l'objet de ce projet Vieillir 2. Nous avons mis en place un comité d'experts composé de gériatres, de cardiologues, d'endocrinologues, de spécialistes, de cancérologues, d'infectiologues, en tout cas pour échanger avec nos collègues, nos jeunes collègues, en tout cas de Kaola, qui est la cible de la deuxième phase, qui est une phase décentralisée, mais dont l'originalité réside dans le fait que non seulement ils seront capacités à la prise en charge des personnes âgées vivant avec le VIH, mais aussi à la population générale. Et puis au mot, dans l'actualité internationale, c'est pour soumettre à une analyse après l'élection ou la prise de fonction de Donald Trump. Ousmane Sène, directeur général de West African Research Center. Selon lui, Donald Trump ne fait que tenir ses promesses de campagne avec donc cette mesure de vouloir expulser au moins plusieurs millions de migrants entrés de manière irrégulière aux États-Unis. Ousmane Sène estime que Donald Trump ne fera que ce que selon lui pense ou estime que ça arrange les États-Unis.
pas de prise en compte de la problématique des autres. Les États-Unis d'abord, c'est le slogan du 47e président des États-Unis qui fait son retour à la Maison-Blanche. Explication d'Ousmane Sen, directeur général de West African Research Center, WARC. D'abord, c'est peut-être, si vous voulez, l'application ou la mise en œuvre de ses promesses de campagne. Parce que partout où il a pris une décision, à la limite, ça défile dans nos têtes comme une sorte de rengaine. Il l'avait dit, il l'avait promis, il l'avait fait. Maintenant, est-ce que c'est des décisions qui nous arrangent? Honnêtement, je dis, c'est le président des États-Unis, il prend les décisions qui l'arrangent en tant que président et il prend les décisions qui sont susceptibles de faire du bien aux Américains. Le bien des Américains n'est pas nécessairement le nôtre, puisque nous avons des gens qui vont en tant qu'immigrants. S'ils n'ont pas qu'émigrer, s'ils n'ont pas de papier, évidemment, ça pose un problème et nous n'aimerions pas les voir souffrir d'une manière ou d'une autre. Une décision par rapport à la coopération internationale, nous pensons à tout ce qui se fait avec l'USAID, tout ce qui se fait avec le MCA, tout ce qui pourrait se faire avec l'AGOA, parce que l'AGOA, on ne l'a pas suffisamment développé. Et on se dit, s'il coupe tout ça, ça va créer un manque à gagner de notre côté. Et ce ne serait peut-être pas la meilleure chose pour nous, tout en rappelant que, de toute façon, il en est à son deuxième mandat, mais c'est les tout premiers jours de son mandat. Parce que toutes ces décisions-là, est-ce que finalement sont de nature à, si vous voulez, jouer dans l'intérêt politique, l'intérêt économique des États-Unis? Mais comme ils disent, et je l'ai dit plusieurs fois, wait and see. Parce que taxer tout ce qui entre aux États-Unis d'une certaine manière, est-ce que ça ne risque pas d'avoir aussi des conséquences sur l'économie et même la migration, que des milliers et des milliers, sinon des millions de ces gens-là travaillent et quelque part contribuent à l'économie américaine. S'ils ne sont pas là, qui va faire le travail, combien ça va coûter, autant de choses qu'on peut mettre sur la table. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Juste après cette édition, retrouvez votre entretien spécial. Je reçois ce soir Diarafa Alassane Daou. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP. Nous allons parler beaucoup du BTP. Au revoir.